Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence Chine-Europe, l'incroyable odyssée de la porcelaine. Peut-être ce matin, avez-vous bu votre café dans une tasse de porcelaine? Et peut-être même que ça ne vous a rien fait, ça vous est resté totalement inaperçu. En effet, l'usage de la porcelaine est devenu très banal. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Et la porcelaine a été inventée par les Chinois au IXe siècle et elle n'a commencé à pénétrer en Europe qu'au XVIe siècle, même à la fin du XVIe siècle. Elle servait alors à confectionner des objets de grande qualité, de grand prix aussi, donc on ne la trouvait pas partout. Il y avait une aura de modernité et d'exotisme qui était due à leur origine chinoise. Donc, dans le cadre de notre cycle Dialogue Orient-Occident, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ces objets en porcelaine qui sont le produit d'échanges très complexes d'ordre technique, esthétique et culturel entre la Chine et l'Europe. Donc, mon exposé va s'organiser autour de 3 mots-clés: mondialisation, transculturation et popularisation. Mondialisation, parce qu'au XVIe siècle va s'instaurer, à la fin du XVIe siècle, une économie monde autour de la mer de Chine et qui va concerner toutes les parties du monde alors connues, même les Amériques. Transculturation, parce que, à travers les échanges entre les hommes, vont s'exercer une série d'influences réciproques qui, malgré de lourds obstacles, aboutiront à d'importants changements en matière de goût, d'esthétique et de mentalité. Popularisation, parce que peu à peu, l'usage de la porcelaine va se transformer, se banaliser, et elle va entrer dans l'espace domestique. Au XIXe siècle, l'industrialisation généralisée marquera la fin de l'âge d'or de la porcelaine chinoise. Donc, mondialisation. Atteindre la Chine et s'emparer des richesses asiatiques, c'était une ambition partagée par de nombreuses nationalités au XVIe siècle. Ils vont déployer différentes stratégies et pour y parvenir, ils vont exaspérer leur rivalité. Les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Hollandais et puis les Français vont tous peu à peu converger vers un point. En Chine, Canton. Canton, la porte d'entrée de la Chine que les Chinois laissent à peine entr'ouverte. C'est de Canton et par Canton que transite la porcelaine de Chine, l'essentiel de la porcelaine de Chine qui va être exportée en Europe. J'ai choisi de commencer cet exposé par ce tableau de Mantegna qui date de 1495, une adoration des mages. Et ce qui m'a intéressé dans ce tableau, c'est à la fois le caractère racial et culturel qu'il y a dans le tableau, dans les costumes des personnages. Et donc les mages présentent à l'enfant Jésus l'or, l'encens et la myrrhe. Et l'or, eh bien, il est concentré dans une tasse. Et cette tasse, elle est chinoise. Ce qui veut dire qu'en Italie, en 1495, eh bien, la Chine avait déjà exporté de la porcelaine. Cette porcelaine était transportée par la route de la soie, c'est-à-dire par voie de terre. C'était une route très dangereuse, très complexe, et qui était tenue d'abord par les Turcs et puis ensuite les Vénitiens. Donc les porcelaines étaient transportées à dos de chameau. Vous pouvez imaginer les difficultés que cela pouvait engendrer pour une matière fragile, et ensuite transportées
à travers la mer Méditerranée, essentiellement par les Vénitiens et les Génois. On connaît déjà un vase en porcelaine de Chine très ancien qui a été rapporté de son voyage par Marco Polo, un des premiers voyageurs de la Chine, hein, l'auteur du livre des merveilles, qui faisait l'éloge de la porcelaine déjà à l'époque. On appelait la Chine Kadai à ce moment-là. Et ce vase est conservé à Saint-Marc, à Venise. Alors, d'où vient le mot porcelaine? Le mot porcelaine vient des coris. Les coris, ce sont des petits coquillages, que vous connaissez sans doute, hein, qui servaient de monnaie dans certains pays, d'Afrique notamment, et qui étaient extrêmement durs et brillants. Alors, le porcella, ça servait d'abord à désigner la vulve de truie, porca, et le porcella, c'est petite truie en fait. Ça a été appliqué aux coris à cause de leur forme, et c'est de là que vient le mot porcelaine, parce que la porcelaine a l'éclat et la dureté du coris. Alors, voyage difficile sur la route de la soie, donc il s'agissait de trouver un moyen beaucoup plus simple de parvenir en Chine et d'avoir moins de pertes en quelque sorte. Donc la route, les Portugais et les Espagnols vont d'abord se lancer et vont conquérir l'Amérique. Hein. Souvenez-vous, on appelle ça les Indes occidentales, parce qu'en fait, ils cherchaient la Chine, et une route vers la Chine. Et après les conquêtes des Amériques, la route de la Chine n'était pas encore ouverte. Voilà, tout le problème c'était ça, c'était de parvenir à la Chine en passant des caravanes aux caravelles, c'est-à-dire aux bateaux. Là, ce que vous avez, ce sont des bateaux hollandais, en fait. La première implantation va venir du Portugal et de l'Espagne, les Ibériques. Voilà, vous voyez ici une carte du monde. Les Espagnols vont conquérir le Mexique, le Pérou, la Bolivie, et le Guatemala, donc cette partie d'Amérique plutôt centrale. Les Portugais, eux, vont s'implanter au Brésil. Et bon, il y avait de fréquentes luttes entre eux, et ils décidèrent de s'en remettre à l'arbitrage du pape. Et là, il va y avoir une décision qui va être pour nous lourde de conséquences. C'est-à-dire le pape va carrément choisir un méridien, ce que vous voyez en pointillé, pour séparer en deux le monde par le traité de Tordesillas, et le Nouveau Monde, d'un côté l'Espagne, de l'autre côté le Portugal. Pourquoi ça va être lourd de conséquences? C'est bien parce que les deux vont s'en remettre à cet arbitrage du pape, et il va y avoir des routes différentes qui vont être choisies et essayées vers la Chine. En fait, c'est lorsque Vasco de Gama réussit à passer le cap de Bonne-Espérance et puis à débarquer à Calicut aux Indes que les choses ont réellement changé. Vasco de Gama, c'était un Portugais, mais il a fait le voyage au service du roi d'Espagne, en fait. Hein. On le voit ici arriver à Calicut, aux Indes. C'était la première fois que cette route était ouverte. Ça n'a eu aucune incidence économique sur le moment, mais ça en aura de très grandes parce que désormais, une route maritime était reconnue, et même les autres nations vont essayer de s'en emparer, parce que même à l'époque, sur les bateaux portugais, il y a des Hollandais qui se faisaient embarquer des espions pour reconnaître la fameuse route vers les Indes, et ça va être aussi vers la Chine. Alors,
Au départ, ce sont essentiellement les Portugais qui vont s'implanter dans l'océan Indien. Vous voyez, un nombre très important de comptoirs, au point que on va parler de lacs portugais à propos de l'océan Indien, et les Portugais vont aller jusqu'à Malacca, qui est en bas à droite de votre carte. Il y a un détroit là à Malacca. Vous voyez bien que quand les bateaux passaient par là, c'était facile de contrôler leur passage. Donc c'était stratégique. Les Portugais donc s'implantent à Malacca et la route de la Chine est ouverte. Vous voyez, on arrive vers la mer de Chine. Alors les Espagnols, eux, vont s'implanter dans les Philippines. Vous voyez, tout à fait à droite de la carte, les Philippines, en bleu, la zone bleue, et la ville principale, Manille. Donc, c'est les jalons vers la Chine des Portugais et des Espagnols. Évidemment, les autres nations n'avaient pas la flotte portugaise-espagnole, ne pouvaient pas suivre pour l'instant, mais voyez d'un très mauvais œil que ces deux nations s'approchent de la Chine et donc du commerce potentiel avec la Chine. La Chine restait fermée à l'époque parce que ils avaient subi de nombreuses attaques du nord de la muraille de Chine. Ils avaient également subi des attaques de pirates japonais. Donc les Chinois restaient en Chine. Ils avaient interdiction, contrairement au siècle précédent, de voyager en bateau plus loin, et les étrangers étaient interdits d'accès à la Chine. Alors les Portugais, ça les ennuyait beaucoup. Ils avaient envie de continuer le commerce, de faire du commerce avec la Chine, et donc ils ont essayé de s'implanter en Chine à travers le système des tribus. Les tribus, bien des notables, enfin des rois ou des chefs de tribus rendaient hommage à l'empereur de Chine en lui faisant des cadeaux. S'ils étaient agréés par le bureau des rites et par l'empereur, eh bien, ils recevaient des cadeaux en retour et désormais, ils étaient tributaires de l'empereur de Chine. Donc les Portugais se sont dit, nous allons faire la même chose. Ils ont essayé, ils sont passés par le port de Canton, qui est près de Macao, en fait. Voilà, ils étaient à Malacca, ils sont allés jusque Canton. Il y a eu une mission qui était commandée par un certain Tomé Pires en 1515, et bien, ils ont été très très mal reçus. Et ils ont été arrêtés en arrivant vers Pékin. Ils ont été arrêtés, ramenés à Canton, emprisonnés pendant plusieurs années avec des conditions d'emprisonnement épouvantables, et finalement décapités comme espions. Donc, vous voyez, c'était pas du tout simple de s'implanter en Chine à l'époque. Alors, ils vont chercher d'autres solutions. Et l'autre solution, ça a été de conclure un pacte avec les fonctionnaires chinois pour protéger, soi-disant, Canton, qui est juste à côté de Macao, des pirates. Et donc là, en contrepartie, l'empereur les a autorisés à s'implanter à Macao. Macao, donc, en 1557, c'est devenu portugais. Et voyons, on se rapproche de plus en plus de la Chine et d'un éventuel commerce avec la Chine. Donc, les Portugais vont peu à peu aller de Malacca à Macao. Ça n'était pas que dans un but commercial. Les Portugais sont catholiques et donc ils ont aussi une vocation missionnaire. Trouver la route de la Chine et importer des produits chinois, pour eux, c'était aussi contrer les Turcs, c'est-à-dire les musulmans. Il y a eu des Vasco de Gama, par exemple, avait sur sa route fait prisonnier un bateau musulman avec 150 personnes à bord, des femmes, des enfants, des marchands. C'est un navire marchand. Ils lui ont proposé de lui donner le navire et toute sa cargaison en échange de la vie sauve, et il a fait massacrer tout le monde. C'est vous dire que c'était des temps rudes. Et donc ils ont amené dans leur bateau des jésuites, et notamment le père Ricci, qui était un Italien, en 1582, et qui va jouer un rôle très important dans les relations entre l'Europe et la Chine.
Voilà, Macao, à l'époque, vous pouvez voir donc il y a une grande baie, c'était très pratique pour les débarquements des bateaux, et vous voyez ici, on voit très très bien sur la carte, vous le voyez également, il y a un fort, hein, pratiquement dans tous ces comptoirs, portugais, espagnol et après hollandais, etc., vous avez toujours un fort parce que on était toujours sur la défensive, hein. C'était important c'était très militaire comme expédition. Voilà. Les Espagnols. Eh ben, les Espagnols, eux, ils vont passer par leur zone, hein, définie par le traité de Tordesillas. C'est-à-dire que ils vont aller jusqu'au Mexique pour aller en Chine. Ils vont passer par le Mexique, traverser par terre, par voie de terre, jusqu'à Acapulco. Et à Acapulco, il y avait un bateau, le galion de Manille, qui prenait les chargements et qui allait jusqu'aux Philippines. C'est de cette façon-là que on trouve beaucoup, par exemple, de porcelaine de Chine quand on va dans les pays d'Amérique centrale, dans les riches demeures, ben, il y avait des porcelaines de Chine. Donc, il débarque aux Philippines, à Manille, et vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas la Chine, c'est les Chinois, alors qui, de manière en contrebande, enfin, de manière non officielle et non reconnue par l'empereur, vont s'installer à Manille et vont importer la porcelaine à Manille. Alors, ce qui fait la force des Espagnols, c'est leur argent. Argent qui vient du Nouveau Monde, hein, du Mexique notamment. Et en fait, les Chinois, c'est la seule chose qui les intéressait dans les exportations européennes, l'argent. Et au point que, par exemple, quand les Français se rendirent en Chine pour faire commerce, comme on le verra plus tard, ils faisaient une escale à Cadix pour acheter de l'argent espagnol. Ces pièces de 8 réals que vous avez ici sont les 8, comme on les appelait, sont le moyen le plus important qui a eu lieu dans les échanges avec la Chine. Vous voyez les deux colonnes d'Hercule, plus Ultra, hein, qui indique bien la volonté de conquête, les deux mondes qui sont unis par, par l'Espagne. Et en fait, les Chinois, au départ, fondaient ces pièces pour en faire des lingots, parce qu'ils n'avaient pas d'argent en Chine. Et très vite, en fait, ces pièces, comme elles étaient bien calibrées, d'un poids régulier, elles étaient admises comme la principale monnaie, et ça va être dans tous les pays d'Asie. Donc voilà, ça vient des Espagnols. Les galions espagnols sont d'énormes bateaux. Il pouvait y avoir jusqu'à 1000 passagers, 1700 tonneaux, c'est énorme. Et alors, le problème, c'est que les Espagnols n'ont pas pris un grand soin de la construction de ces bateaux. Il y en avait deux par an, hein, deux fois deux galions qui faisaient la route jusqu'à Manille et qui revenaient. Cette route été très difficile. Il y avait un manque de vent, même une fois, d'après Brooke, il y a eu une famine en 1630, ils ont jeté 150 passagers par-dessus bord pour avoir plus à manger, en fait, en quelque sorte. Et la route maritime a été très longue à établir et le créneau dans le temps où les vents étaient suffisants était très petit. Donc c'était pas super pratique, hein. Mais donc les Manille, voilà, une représentation de Manille ici qui est très intéressante parce que elle est naïve. C'était l'intérieur d'un coffre de marin qui a été peint et le couvercle. Et ce qui m'intéresse ici, c'est, vous voyez la ville de Manille qui était fortifiée.
hein. Les maisons espagnoles à l'intérieur qui sont construites en dur, et il y a une église, le quartier chinois sur la droite est fait de maisons en bois parce qu'ils avaient interdiction de construire en dur. C'était pourtant de très riches marchands, hein, c'est ceux qui venaient là. Donc c'était pas des pauvres malheureux qui venaient sur des petits bateaux, c'était d'énormes jonques et ils venaient donc le commerce de la porcelaine notamment, mais aussi de la soie, de la laque. Avec l'Espagne, se faisait à Manille. Vous avez une espèce comment dire, d'îlot, hein, qui est le lieu de rencontre, en bas, vous voyez là, il y a des Chinois, il y a une croix quand même, hein, et il y a des Chinois, on voit un parasol, on voit les coiffures caractéristiques de la Chine de l'époque, et c'est là qu'avaient lieu les échanges. Alors, cette disposition spatiale indique bien la méfiance extrême qu'il y avait entre les populations qui venaient s'implanter à Manille. Les Indonésiens ne comptaient pas, hein, c'était des esclaves qu'on massacrait volontiers, qu'on utilisait. Mais les Chinois, entre les Chinois et les Espagnols, il y avait une forte tension, au point que une fois il y a un évêque qui a accusé les Chinois d'être sodomites. En même temps, il y a eu une inspection d'un mandarin chinois. Les Espagnols ont pris peur et ils ont massacré 20 000 Chinois qui étaient implantés là à Manille. Et néanmoins, les Chinois sont revenus parce que les profits étaient absolument énormes. Et donc, comment dire, ça n'a pas stoppé ce commerce. Mais il va bientôt y avoir un changement d'échelle, parce que tous ces bateaux, plus ou moins bien construits, je dis les Espagnols par exemple faisaient construire leurs bateaux à Manille par des esclaves indonésiens, et puis avec du bois local, et ça marchait pas très très bien. Donc il y avait des problèmes de construction des bateaux, des problèmes de recrutement des marins, parce que c'était extrêmement dangereux. Il y avait de très très nombreux naufrages, hein, donc même on le verra avec les Hollandais, il y a eu jusqu'à 10% à peu près de gens qui revenaient pas. Donc il y avait un besoin de rationaliser ce commerce. Et donc la Hollande, l'Angleterre et la France commençaient aussi à en avoir par-dessus la tête de la prédominance des Hollandais et des Portugais, et voulaient avoir leur part du gâteau, si j'ose dire. Donc c'est créé dans ces pays des compagnies des Indes orientales. Et ça, c'est un phénomène très important parce que c'est le début de la mondialisation du commerce. Voilà, la première qui a été créée, c'est la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Vous avez les 7 provinces unies en 1579 ont été indépendantes de l'Espagne. Il y a eu une séparation entre les provinces du nord, c'est devenu la Hollande grosso modo, hein, les provinces du sud, grosso modo la Belgique, qui est restée rattachée à l'Espagne catholique, avec prédominance des francophones, et puis vous avez les néerlandophones et protestants, c'est l'union d'Utrecht, donc en 1579. C'est le début du siècle d'or hollandais, le début de l'expansion aussi de la Hollande, et donc c'est là que va se créer la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Vous voyez un bateau là qui est en train de prendre le départ. Alors, cette Compagnie des Indes orientales est extrêmement originale, parce que c'est la première, il s'agit historiquement de la première grande société anonyme émettrice d'actions et d'obligations. Et c'est l'enracinement du capitalisme moderne. Et elle avait un monopole du commerce vers les terres lointaines, mais c'était un monopole, comment dire, d'actionnaires contrôlés par l'État. Alors il y avait une multitude d'actionnaires, il y avait des gens qui avaient peu d'actions, d'autres énormément,
Mais les sommes, la mise de fonds était considérable. Mais il y avait aussi d'énormes profits. Il y a eu jusqu'à 265% de profit, ce qui est, ce qui est impensable, hein, évidemment, à notre époque. Et vous voyez, ici, ça c'est intéressant, ce plat et cette bouteille, en fait, porte les initiales de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC, je ne vous le prononce pas en néerlandais, mais qui avait un drapeau, qui est inspiré de la maison d'Orange, qui pouvait recruter des soldats, qui frappait monnaie dans les zones où elle intervenait. Donc c'était comment dire, un organisme extrêmement puissant. Voilà. Alors, chaque province avait une succursale de la VOC. Le centre était à Amsterdam et les bateaux, là, étaient construits en Hollande et toujours sur le même modèle. Ils ont créé une forme de standardisation des voyages avec les mêmes instruments de bord, les mêmes équipements des bateaux, les mêmes bateaux, qui étaient des bateaux beaucoup plus petits que les bateaux portugais et espagnols, mais aussi beaucoup plus rapides. Et il y en a un reconstitué tout en haut, hein, à Amsterdam. Et vous voyez les bâtiments administratifs, hein, de cette société extrêmement puissante, le chantier naval, tout y est. Donc, ils vont avoir une organisation extrêmement importante. Ils vont faire les voyages beaucoup plus rapidement que leurs concurrents. D'habitude, il fallait près de 2 ans. Là, eux, en 1 an, ils le font, mais sans escale. Et les capitaines ont une prime s'ils arrivent plus vite. Il y a une prime à la vitesse. Alors, les marins qu'ils recrutent sont correctement payés, c'est nourri, soignés. Hein, il y a comment dire, des médecins à bord, on fait attention au scorbut, on emmène des oignons, des citrons, etc. Il y a quand même 10% de morts, hein, et il y a 25% des gens qui prennent la route et qui ne reviennent pas. Parce que je pense qu'ils doivent se trouver mieux dans les pays lointains où ils débarquent. Ils vont rester sur place. Alors, la structure est très hiérarchiquement contrôlée, et notamment par des représentants de l'État, et les outils, comme je le disais, sont standardisés. Les Hollandais ont la réputation d'être loyaux en affaires, et ils vont réussir à s'implanter de manière importante. Alors au début, c'est comme pour les Portugais et les Espagnols, c'est-à-dire qu'ils vont pas réussir à s'implanter directement en Chine. Ils vont s'installer à Batavia, en Indonésie. C'est proche des Moluques, parce que les Moluques, c'était l'endroit où il y avait le plus d'épices. Donc à Batavia, il y a un chantier où on répare les navires, et il y a un fort. Voilà, le fort, il est là. Le concurrent de Batavia, c'est Jean Pieterszoon Cohen, qui était un dur, hein, un militaire, mais très très dur. Donc à chaque fois, il y avait des massacres épouvantables. La ville de Jakarta, qui existait avant, qui a été remplacée par Batavia, a été complètement rasée et les habitants massacrés. Et maintenant, la ville s'appelle à nouveau Jakarta. C'est la Jakarta actuelle que vous voyez là, organisée par les Hollandais. Alors, les Hollandais voyaient d'un très mauvais œil les Portugais, qui avaient, grâce à l'édit du pape, traité de Tordesillas, qui avaient un monopole, hein, sur ces zones marines. Et donc les batailles navales étaient fréquentes. Et souvent les Hollandais, au passage, prenaient un bateau portugais. Et c'est ainsi qu'en 1602, les Hollandais prennent le San Iago, un navire portugais, qui était chargé d'une importante cargaison de porcelaine. Et donc les Hollandais s'emparent carrément du bateau. Ce n'est pas l'image que vous voyez là. Hein. L'image que vous voyez là, ça doit être une bataille avec des Hollandais, mais avec les Turcs. Bon, là, ils s'emparent du San Iago. Ils ramènent à Amsterdam et ils vendent la porcelaine sur les quais.
C'est un énorme succès. Donc ça se vend très très bien. L'année suivante, deuxième bateau, le Santa Catarina, qui est lui aussi ramené à Amsterdam. Et cette fois, ils font de la publicité dans toute l'Europe, hein, et les marchands affluent. Et rien ne reste de la porcelaine. Il y avait 100 000 pièces dans le Santa Catarina. Tout est vendu avec succès. Alors après cela, les Hollandais décident que à chaque voyage, dans chaque cargaison, il y aura de la porcelaine. Ils vont devenir les principaux importateurs de porcelaine en Europe. Alors, ça passe par Delft. Vous reconnaissez la vue du port de Delft, enfin la vue de Delft, mais les bateaux remontaient, hein, vue par Vermeer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la VOC est très bien implantée à Delft. Ça explique que la porcelaine chinoise transitait par Delft. Or, Delft, c'était aussi une faïencerie. Au départ, ils s'étaient inspirés des Italiens, mais ils avaient un émail stannifère extrêmement solide et joli. Et quand la VOC a importé les porcelaines de Chine à Delft, les faïenciers s'en sont inspirés. Et donc, il y a tout un courant de la faïence de Delft qui va essayer d'imiter en fait la porcelaine de Chine. Il y a eu un autre personnage aussi à Delft qui a eu beaucoup d'importance, c'est Hugo de Groot, qu'on appelle aussi Grotius. C'est un juriste. Et la VOC va le charger de réexaminer d'un point de vue juridique le droit de la mer. Donc, Grotius va publier en 1609 un texte très important, le Mare Liberum, qui va définir le droit international de la mer jusqu'à 1982. En 1982, il y a eu une nouvelle convention des Nations Unies, mais jusqu'à 1982, c'est le texte de Grotius qui a fait loi. Et il disait dans ce texte que la navigation était libre sur toutes les mers, qu'il ne saurait y avoir de conquête pour des raisons religieuses. Je vous rappelle que les Hollandais étaient protestants, les Portugais et Espagnols étaient catholiques, bien sûr. Donc, il ne pouvait pas y avoir de conquête religieuse. Les bateaux saisis étaient des prises de guerre inévitables si le contexte national était injuste. Donc, il a justifié ainsi San Iago, la Santa Catarina et d'autres prises. Et jusqu'au XIXe siècle, ça finit par être adopté par tout le monde, hein, cette façon de voir les choses. Alors, les autres nations, bien, les Anglais ont fait aussi une compagnie des Indes orientales, et sous forme d'une société par action extrêmement puissante, voisine de la VOC par son organisation, et ça a été la concurrente la plus directe de la VOC. Je n'en parlerai pas dans cet exposé parce que à l'époque, ce n'était pas la porcelaine qui était le principal objet importé par les Anglais, mais pour eux, le plus important, ça a été le thé, hein, leurs importations de Chine. Donc, comme nous nous intéressons à la porcelaine, nous laisserons tomber à la Compagnie des Indes anglaises. En France, il y aura une compagnie française des Indes orientales qui ne va pas durer très longtemps, puisqu'avant la fin du XVIIIe siècle, ses activités ont pris fin. Elle a été fondée par Colbert, et à la différence de la VOC qui reposait sur beaucoup de petits actionnaires ou de gros actionnaires, mais qui était une structure plus fédérale en quelque sorte, en France, on était très centralisé. C'était une compagnie d'État. Les dirigeants de la Compagnie française des Indes orientales ont été presque tous ministres, occupés des fonctions importantes, dépendaient directement du roi. Vous voyez, il y avait quand même, vous voyez, le drapeau de la Compagnie française. Et cette compagnie a amené la création du port de Lorient. Le nom de Lorient vient de là. Hein. Il a été créé complètement pour sécuriser les bateaux qui revenaient d'Orient. Et il y avait une baie qui a été aménagée
et les bateaux pour la Chine partaient de l'Orient. J'ai ici une liste de ce qu'il pouvait y avoir sur un bateau français venant de la Chine. Vous voyez qu'il y a aussi du thé, il y a des choses comme la rhubarbe, c'est assez étonnant, de la soie. Et puis vous avez une très grande cargaison de porcelaine, puisque vous avez des caisses de porcelaine bleue et blanche et des caisses de porcelaine de couleur hein, en quantité très importante. Donc la porcelaine, là on est en 1765 et la porcelaine est devenue l'objet majeur des importations, en France en tout cas. Alors, pour faire un peu le point de cette mondialisation, je vous rappelle où on en est. Les Portugais sont à Macao, les Espagnols sont à Manille aux Philippines, les Portugais sont toujours à Malacca, hein, ce qui est un point de contrôle quand même important, parce que le détroit de Malacca, c'est l'endroit où il y aura le plus de combats navals et d'interception des bateaux. Les Hollandais se sont installés à Batavia, dans l'île de Java, légalement en Indonésie. Donc, un peu à la fois, ils vont tous converger vers le point qui est resté entrouvert par les Chinois, c'est-à-dire Canton. Canton, la porte de la Chine. Les Chinois, pendant tout le temps où il y a eu ces tractations commerciales, n'ont jamais ouvert d'autres lieux que Canton. Les autres lieux qui ont pu être entr'ouverts, c'était sous forme de contrebande. Tout devait passer par Canton. C'était le seul point de communication avec la Chine. Alors, je vous rappelle la situation. En Chine, il y avait la dynastie Ming, d'abord, jusqu'en 1644, et ensuite, jusqu'en 1796, les Qing. Il y a une période entre les Ming et les Qing qui est une période trouble qui va vers 1650 qui va avoir une incidence importante sur le commerce de la porcelaine. Nous y reviendrons. Donc les Ming et les Qing. Et aussi bien les Ming que les Qing vont toujours interdire aux étrangers d'entrer en Chine. Seuls les jésuites vont y parvenir. Et le point d'entrée principal, c'est Canton. Vous comprenez, quand vous voyez cette carte vue de plus près, pourquoi Canton? Parce que Canton, c'était à l'entrée de la rivière des Perles, vous voyez, pour les bateaux, on est à la mer de Chine, on va vers Canton, il y a plein de bras de rivières qui permettent de pénétrer, et il y a plein de petites îles. Et c'est dans ces îles que les Chinois vont permettre aux étrangers de s'implanter dans ce qu'on appelle des fabriques. En fait, c'est des espèces d'entrepôts hein, dans lesquels les porcelaines vont être chargées sur les bateaux. Il y a des gros bateaux qui ne peuvent pas aller jusqu'à Canton, donc il y a en fait à Canton il y a une foule de bateaux. Vous voyez aussi Hong Kong, mais Hong Kong ça va être occupé par plus tard par les Britanniques. Voilà Canton, vous voyez les gros bateaux restent assez loin, et puis il y a une foule de petits bateaux qui assurent les transports plus souplement. Et là, vous voyez les fabriques avec les drapeaux de toutes les nationalités européennes qui étaient implantées là. Voilà, Canton vu par les Chinois. Vous voyez, c'est incroyable le nombre de bateaux qu'il peut y avoir. Vous voyez les fabriques, et puis vous voyez, il y a une ligne. Il y a une ligne au plein milieu, là, avec des créneaux. Voilà, ici. Ce sont des fortifications. C'est-à-dire que les étrangers ne pénétraient pas dans la ville chinoise. Toujours cette méfiance réciproque. Et Canton était extrêmement géré administrativement. Les marchands qui s'appelaient les Hong avaient acheté leurs charges et ne pouvaient plus démissionner, même s'ils faisaient des pertes importantes. Donc
les Européens qui s'implantaient là devaient suivre des règles extrêmement drastiques. Ils ne pouvaient venir que à certains moments, en rapport avec la mousson, hein, d'octobre à mars exactement, pas à un autre moment. Ils pouvaient pas venir avec leurs femmes, les femmes étaient interdites, et il y en a quelques-unes qui sont passées quand même en s'habillant en homme, mais bon, les femmes étaient interdites. On pouvait pas parler, les Chinois ne pouvaient pas apprendre, enseigner le chinois aux étrangers. Enfin bref, il y avait une lourde bureaucratie, des visas, des droits de douane, les tractations étaient surveillées, c'était vraiment très très contrôlé. Donc il y avait des mandarins qui contrôlaient les marchands chinois, les Hong, et ce qui s'est passé, c'est que il y a de plus en plus de gens qui se sont implantés, qui restaient sur place en fait, hein, et qu'on appelait des truchements. C'est grâce à eux que le commerce pouvait se faire, que les tractations se faisaient, et donc il y avait des intermédiaires des deux côtés qui finissaient par se connaître, hein. Donc les surintendants des douanes, par contre, étaient nommés directement par la cour de Pékin. Parmi ces marchands, il y en a qui ont fait des fortunes extraordinaires, mais il y a eu aussi des ruines extraordinaires. De chez les Chinois, parce que, imaginez, les commandes se faisaient 1 an à l'avance, il fallait 1 an avant il fallait fabriquer la marchandise, la transporter, il y avait des naufrages, etc. Ça pouvait être très risqué comme commerce. Alors, en ce qui concerne les porcelaines, au début surtout, il n'y avait pas de contact direct entre les fabricants et les acheteurs. Il y avait des marchands chinois donc à Canton qui opéraient une sélection. Donc vous voyez ici une gravure tirée d'un album chinois qui représente un marchand. Je me suis amusée à agrandir les objets qu'il propose à la vente. Sont des objets types, hein, l'épaule, le vase-bobine, le bol, le vase-bouteille, le canard. Enfin, tout ça, ce sont des objets vraiment typiques de la porcelaine chinoise exportée à l'époque. Et vous voyez dans la partie droite de cette gravure, de cette peinture, pardon, vous voyez un occidental qui est en train de regarder ce qui se passe. Et puis vous voyez un porteur qui transporte des ustensiles. On voit pas très bien ce que c'est. Voilà, donc c'est à Canton que tout va se faire, et là, les échanges vont peu à peu aussi se complexifier. De là, l'idée de mon deuxième point, c'est la transculturation. Alors, la Chine, les commandes de Chine, ou les façons la Chine, on va parler de cela. La Chine, c'est comme ça qu'au XVIIIe siècle, on désignait la porcelaine, mais venant directement de Chine. La Chine, c'est les objets directement fabriqués par les Chinois. Commande de Chine, c'est lorsque des commerçants européens commandaient des objets en Chine. Et façon la Chine, eh bien, c'est quand les Européens vont commencer à fabriquer des objets à la façon chinoise. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de porcelaine de Chine? Alors déjà, la porcelaine de Chine qui va être importée en premier, bleue et blanche, c'était déjà des objets qui n'étaient pas purement chinois à l'origine. C'était des objets qui étaient faits avec un pigment bleu qui venait de Perse, dans le goût persan. Donc ça a été influencé par les Persans. Et en fait, ça a eu un très grand succès dans tout l'Orient, parce que dans les pays musulmans en particulier, ils n'avaient pas le droit de manger dans des plats en or, signe d'ostentation, de luxe ostentatoire, et donc ils ont fait fabriquer en Chine ce type de porcelaine qui a été un peu diffusé, donc, notamment par la route de la soie. Donc c'est ce qu'on appelle la porcelaine Qinghua, bleue et blanche. Et c'est de cette porcelaine que les Européens se sont littéralement amourachés. Alors au départ, c'était des pièces exceptionnelles qui étaient
qu'on trouvait à la cour, notamment du Portugal, cour d'Espagne. À la table de Philippe II, il y avait des plats en porcelaine de ce type. Et puis ensuite, c'est de cette porcelaine que vont venir toutes les exportations. Voilà, ici, on appelle ça la porcelaine craque, c'est-à-dire c'est des pièces nettement moins luxueuses, mais très belles, à la période Qing Kangxi. Ça. Vous voyez un bol qui est peint à l'intérieur et à l'extérieur, et une assiette bleue et blanche. Pourquoi porcelaine craque? Parce que ça voyageait sur les caracs, les bateaux portugais, et crack, c'est une sorte d'abréviation de carac, une déformation qui a été faite par les Hollandais. Et à la fin de ce type de porcelaine bleue et blanche, les Chinois vendaient aussi des pièces beaucoup plus communes qui de toute façon trouvaient preneur et étaient revendues par les Hollandais. Et la culture hollandaise s'est emparée des dessins et des couleurs de ces formes qu'on va retrouver dans la faïence de Delft. Alors, le transfert culturel, c'est ce qui nous intéresse ici, ça se retrouve aussi dans le vocabulaire. Par exemple, voilà, on appelle ça des clapmousballs. Il y a une marque de Kangxi dans le fond de ce bol. Et pourquoi? Parce que c'était un chapeau qui était porté par les Hollandais. Là, j'ai pris à tout hasard un autoportrait de Bruegel l'Ancien qui porte ce chapeau. Et donc, ça a été identifié comme un chapeau, si vous voulez. Alors au départ, pour les Hollandais notamment, cette porcelaine est un signe d'opulence. Donc on va en retrouver des traces importantes dans les peintures, dans la peinture hollandaise d'intérieur, des intérieurs évidemment bourgeois et riches. Voilà, dans le tableau de la liseuse de Vermeer, vous voyez une coupe de fruits qui vient de Chine. Alors, dans la peinture flamande et hollandaise, c'est omniprésent comme un signe de beauté et de richesse. Voilà, ici, atelier de Jean van Kessel. Vous avez toute une série de plats. Et ici, de Jacob van Ulsdonk. Donc, ce sont des natures mortes, et la porcelaine fait ressortir les fleurs et les fruits. Alors, en général, quand même, cette porcelaine, elle n'était pas utilisée comme nous utilisons la porcelaine pour manger quotidiennement. Hein. C'était exceptionnel. Même s'il y avait ces coupes de fruits, c'était pour la beauté du tableau. Mais de manière générale, on les exposait dans les présentoirs, comme ici au château de Vendeuvre en France, où vous avez la présentation d'une collection d'objets bleus et blancs. Il y a des présentations qui sont nettement plus luxueuses, comme celle-ci. C'est le château de Charlottenburg à Berlin, et il a été construit par Frédéric Ier pour sa femme Charlotte, Sophie Charlotte, qui collectionnait les porcelaines. Hein. Vous voyez, là, elle avait les moyens, 2700 pièces de porcelaine, donc qui sont entreposées dans un salon spécial, et vous voyez, il y a des porcelaines. Ça, c'est une caractéristique du XVIIe siècle. Les porcelaines sont exposées jusqu'au plafond, sur tout le mur, avec des miroirs qui amplifient l'effet d'éclat, et puis des mises en scène. Vous voyez, en bas à droite, j'ai mis l'image d'un détail où on voit des bols de porcelaine, des clapmout-bol, comme on a vu tout à l'heure, sur la tête de Chinois en terre cuite qu'on a fait construire pour la circonstance. Vous voyez qu'il porte une énorme vasque en porcelaine. Alors évidemment, plus les pièces sont grandes, importantes en taille, plus elles sont difficiles à fabriquer. Et donc, vous voyez, il y en a quelques belles pièces ici. Il y en a partout, 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 partout.
Alors, autre présentation qui est assez intéressante, là, c'est à Lisbonne. C'est au Palais de Santos, qui est actuellement le siège de l'ambassade de France. En 1629, ce palais a été racheté par la famille Lancastre et qu'il a arrangé, restauré, et il va bénéficier de gros travaux de restauration. Et donc cette famille collectionnait les porcelaines Ming et a eu l'idée de les accrocher au plafond. Donc vous avez le plafond du palais de Santos, il est encore comme ça maintenant. Il y a 261 pièces de porcelaine d'époque Ming, donc qui sont accrochées au plafond. Inutile de dire que c'est un très grand luxe. Hein. En fait, le propriétaire du palais de Santos était également propriétaire d'une faïencerie toute proche. Les Portugais adorent la faïence, hein, les azulejos, vous connaissez. Et en fait, le style chinois s'est aussi répandu dans la production portugaise. Alors, les Hollandais poussent très loin le raffinement. Je vous ai mis ici une image représentant une maison de poupée qui est exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam. Cette maison de poupée, c'est celle de Petronella Hotman, qui était une jeune femme. Ces maisons de poupées, c'était à l'époque un cadeau que les époux faisaient à leurs femmes pour leur apprendre à gérer leur maison. Et donc, c'était la maison en petit, et la jeune femme pouvait s'amuser dans cette maison. Voilà, j'ai mis ici un agrandissement de la pièce que vous voyez en bas à gauche de la maison de poupée. Et vous voyez dans cette maison de poupée un dressoir avec des porcelaines de Chine qui ont été commandées exprès en Chine par le mari de Petronella Hotman. Donc c'est de l'authentique porcelaine de Chine. Et au-dessus, vous avez des peintures chinoises également. Le tout montre également comment, dans un intérieur hollandais, on présentait la porcelaine de Chine. Là, on est dans un intérieur bourgeois et cette porcelaine est mise en valeur dans des vitrines. Hein, c'est pas une porcelaine d'usage courant comme on peut l'imaginer actuellement. Voilà, en peinture, la porcelaine de Chine fait partie d'un genre qu'on appelle le Pronkstillen. Pronkstillen, ça veut dire nature morte ostentatoire. C'est devenu un genre à part entière et qui a des adeptes en France, hein, puisque ici c'est un tableau d'un Français. Et parmi les fruits, eh bien, toujours la porcelaine de Chine, vous notez la symétrie, l'opulence des étoffes, enfin, c'est vraiment la montre, si vous voulez. Alors, les Chinois, eux, c'était pas du tout le genre de porcelaine qu'ils préféraient. Hein. Ils n'avaient pas le même goût. Dans le goût chinois, le nec plus ultra, c'est la porcelaine impériale, c'est-à-dire la porcelaine qui est faite pour l'empereur. Les critères, c'est la finesse de la porcelaine elle-même, qui doit être presque transparente à la lumière, la finesse des dessins. Ce que vous voyez là, ce sont les dessins qui sont réservés à l'empereur. Le dragon a 5 griffes et non pas 4. Vous trouvez le dragon dans d'autres porcelaines, mais il n'a que 4 griffes. Il y a 5 griffes quand c'est la porcelaine de l'empereur, et le jaune soufré, qui est la couleur de l'empereur. Il y a toujours des marques pour indiquer que c'est la porcelaine impériale. Évidemment, elle est extrêmement coûteuse et recherchée. En fait, c'était des pièces souvent difficiles à réussir, mais on en faisait une série, on ne gardait que les plus belles, et tout ce qui n'était pas envoyé à l'empereur était détruit. Voilà, quand je dis porcelaine coquille d'œuf, c'est ce qu'aimaient les empereurs. L'empereur Yongzhen, là, il y a une assiette de l'empereur Yongzhen qui est en porcelaine coquille d'œuf. Je n'arrivais pas à vous le montrer, donc j'ai
En fait, à droite, c'est une porcelaine du 19e siècle, mais on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si on l'éclaire de l'intérieur, on voit à travers la porcelaine. Le deck plus ultra pour les Chinois, c'est aussi la porcelaine Annua, dite à décor secret. Alors, pourquoi à décor secret? C'est difficile, c'est difficile d'en rendre compte par l'image parce que il faut la voir par transparence, si vous voulez. Ce sont des décors qui sont faits à la cire. Dans la porcelaine, dans la première couche de porcelaine, c'est incisé. Il y a de la cire qui est coulée, puis une couverte qui fait fondre cette cire, et donc les dessins restent visibles par transparence. Et ce sont des formes très pures et monochromes. Hein. Les Chinois, au départ d'ailleurs, ce qu'ils aimaient, c'est la porcelaine très ancienne, qui est toujours une porcelaine faite d'incisions, de sculptures, et non pas de peinture, comme nous l'aimons. Voilà quand même ici un décor à Nua, qui est intéressant parce qu'ils avaient réussi même à faire apparaître la couleur à travers, je sais pas comment c'est possible là techniquement, mais voyez cette image de dragon, elle n'apparaît que si on éclaire le bol. Alors, cette porcelaine, vous voyez, elle ne passait que par canton. Euh, je vous ai expliqué, à Manille, c'était des contrebandiers, surtout. Mais elle était aussi fabriquée dans un seul endroit. Et cet endroit, c'est Jingdezhen. Jingdezhen, qui est encore actuellement un lieu très important de la porcelaine. Jingdezhen, c'est très 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 curieux comme endroit, c'est de l'industrialisation, des premières zones industrielles incroyables, créées par les Chinois. Ça, c'est une vue actuelle. On se rend compte que c'est dans les montagnes, et donc dans ces montagnes, on trouve les deux minéraux qui sont indispensables à la fabrication de la porcelaine, le kaolin, qui vient de Gaoling, qui veut dire colline haute, qui est une sorte d'argile blanche solidifiée, et le pétunse, qui est une forme de granit avec des particules de quartz très dures. Donc les Chinois appellent ces deux minéraux la chair et les os de la porcelaine. Et il dépendait depuis 1400 à peu près d'un bureau impérial de la porcelaine qui était situé à Jingdezhen. Et au départ, c'était une entreprise d'État qui imposait une corvée aux paysans locaux, et puis un peu à la fois, ça s'est professionnalisé, et les ouvriers ont fini par être payés, mais vraiment très très peu. Et c'était comment dire, une fabrication à la chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 70 opérations pour faire un bol, et c'était pas les mêmes ouvriers qui faisaient toutes les étapes du travail. Alors quelques chiffres quand même, il y a 3000 fours qui brûlent à Jingdezhen, d'après le père d'Entrecol, qui est un jésuite. Les jésuites sont les seuls à avoir pu pénétrer jusqu'à Pékin et en Chine, parce qu'ils étaient introduits auprès de l'empereur pour leur connaissance scientifique. Et le père d'Entrecol avait pu visiter Jingdezhen, et il a écrit en France pour décrire par le menu comment était fabriquée la porcelaine. On dit que c'était un des premiers cas d'espionnage industriel. C'est sans doute excessif, hein, c'était pas vraiment de l'espionnage. Il informait, il envoyait des échantillons. 3000 fours. Donc certains fours atteignent 1400 degrés. Il y avait ce qu'on appelle des fours dragons, c'est des séries de fours qui étaient le long d'une colline, et qui permettaient de faire plusieurs cuissons étagées, de températures différentes, les températures étant, je sais pas comment ils contrôlaient la température, mais chaque pièce de porcelaine donc passe par 70 étapes. Ce que vous voyez en bas, c'est le conditionnement, c'est à la fin. Bien sûr, c'était soigneusement emballé avec de la paille de riz, mis dans des tonneaux, et ces tonneaux, en fait, servaient à lester les bateaux, au même titre que les tonneaux d'eau
hein, d'eau douce. Les tonneaux de porcelaine étaient dans les cales, calés, c'est le cas de le dire, avec du sable. Donc ça servait de lest pour les bateaux. Et vous voyez, Jingdezhen est loin de Canton. Et pratiquement, c'est le principal centre de fabrication de porcelaine. Il y a eu d'autres centres mais minimes, et c'est à Jingdezhen que toute la porcelaine était fabriquée. Ça pose des problèmes de transport. Il y a 950 km entre Jingdezhen et Canton. J'ai oublié un G Jingdezhen. Alors, les Chinois pouvaient utiliser soit une voie fluviale, qui était beaucoup plus longue, soit les porcelaines étaient transportées par voie fluviale, puis par voie maritime, et il y avait un détour par Nankin. Donc deux types de bateaux, des bateaux comme il y en avait sur les fleuves avec des petites maisons qui étaient habités par leurs propriétaires, hein, et puis des bateaux, des jonques marines qui étaient extrêmement solides. Hein. Les Portugais vont d'ailleurs en adopter certaines. Donc voilà la fameuse lettre du père d'Entrecol et l'importance des jésuites pour les connaissances que nous avons eues sur la porcelaine. Vous pouvez trouver ça sur Internet si ça vous amuse, cette lettre du père Entrecol. Alors, il y a eu bien sûr, au départ, on prenait la porcelaine telle qu'elle se présentait, puis il y a eu des évolutions, des transactions, des adaptations réciproques. C'est ça qui est vraiment intéressant quand on parle de transculturalité. Voilà, les objets de commande, par exemple des Hollandais, c'est assez amusant de voir à quel point c'est contraire à la culture chinoise. La chope à bière, le pot de chambre en porcelaine, la tulipière, les crémés, et puis les couverts. Les Chinois mangeaient avec des baguettes, hein, donc tout ça est importé de Chine. Ce qui veut dire que on envoyait en Chine des modèles, en général en bois ou en métal. Les Chinois reproduisaient, faisaient ce qu'on leur commandait. Mais il y avait évidemment un gros délai entre le moment de la commande et la réalisation. Alors ils ont trouvé des subterfuges. Vous allez revenir. Alors, comment dire, les Européens aimaient bien ajouter aux objets chinois des montures métalliques pour les valoriser. Ils aimaient la dorure notamment. Alors, chaque pays a adopté un moyen différent de valoriser ses objets. Voilà ici un, comment dire, une réalisation originale c'est une salle des ventes qui vendait ça, j'ai repéré ça. C'est de la porcelaine de Batavia. Pourquoi on appelait ça porcelaine de Batavia? Parce que c'était une porcelaine particulièrement appréciée des Hollandais. Vous voyez, le tour est marron, enfin l'extérieur est marron. Mais en Bohème, on n'aimait pas trop ça et ils ont retravaillé comme ils travaillaient leurs verres de cristaux, les cristaux. Vous voyez, j'ai mis un verre de cristal de Bohème pour qu'on puisse comparer. Donc ils sont retaillés et ils ont retaillé de cette façon la porcelaine chinoise avec des dessins tout à fait occidentaux cette fois. Donc l'intérieur est chinois, l'extérieur mixte. Alors, ça suivait la mode. Donc les Hollandais, à un moment donné, c'était la mode des tulipes. Ils ont commandé des objets avec des tulipes peintes. Malheureusement, il y a eu le crash de la tulipe. Alors vous imaginez en 1735, c'est vers 1730 en fait qu'il y a eu ce crash de la tulipe, où il y a eu une spéculation phénoménale sur les tulipes, donc il y a plein de Hollandais qui ont été ruinés parce qu'ils avaient misé sur la tulipe et ont ramené de Chine des objets qui leur rappelaient leur ruine. Bon, c'était très embêtant. Enfin, c'est ce délai toujours entre la commande et la réalisation et la vente.
Sur la droite, vous avez aussi un service avec des tulipes qui est une merveille. On a eu l'idée, et des très riches Hollandais ont eu l'idée de commander un service de table complet qui n'était plus en faïence mais en porcelaine de Chine. Donc commandé en Chine, mais on fournissait aux Chinois un dessin, là qui est fait par Marian, c'est une femme qui s'était spécialisée dans la peinture, sur porcelaine, peinture essentiellement d'insectes, de papillons et de fleurs. Et donc, ce service coûtait plus cher qu'une maison à Amsterdam. C'est dire qu'à l'époque, il fallait vraiment être riche pour se l'offrir. Il y a eu 2 ou 3 services de cette valeur, si vous voulez, qui ont été créés, et puis les marchands ont abandonné parce que c'était vraiment pas possible, ils n'avaient pas de clients pour ça. Alors, il y a le problème, c'était ça, c'était la distance. Comment dire, les dessins, s'il fallait en plus commander les dessins, que ça remonte à Gilles de Zen, puis que ça revienne à Canton. Alors, il y a eu des ateliers d'émail sous couverte qui se sont développés à Canton. Et puis après, il y a eu aussi des ateliers d'émail sous couverte qui se sont développés dans les pays européens. Alors, en fait, ils importaient la porcelaine, qui était alors sous une forme bleue et blanche, parce que le bleu était pris dans la masse, on ne pouvait pas le peindre par-dessus. Et c'était repeint avec une peinture émaillée, et ensuite on refaisait une cuisson. Les Hollandais étaient aussi très forts là-dedans. Voilà des produits hollandais qui ont été repeints en Hollande. Et alors, c'est extrêmement recherché des collectionneurs. Actuellement, ce sont des objets hors de prix, même si personnellement, je préfère les objets chinois complets. Là, c'est très recherché parce que c'est rare, tout simplement. Il y a un phénomène aussi transculturel qui est très intéressant à observer, c'est le développement de l'émaillage. Ça, ce sont les jésuites qui l'ont importé à la cour de Chine. Si vous voulez, il y avait une tradition de peinture sur émail en France, notamment à Limoges, et il y a un jésuite qui a eu l'idée d'abord d'apporter un objet de ce type à l'empereur Kangxi, qui a beaucoup aimé, qui a demandé qu'on en refasse. Donc les Chinois ont peint et les jésuites aussi d'ailleurs, pour l'empereur, ont peint sur cuivre des scènes comme c'était fait en France. Et un peu à la fois, il y en a qui se sont dit, ben, peut-être que on pourrait utiliser cette peinture émaillée sur des assiettes. Et donc, c'est l'origine de ce qu'on appelle la famille rose. La famille rose, quand vous voyez un objet de famille rose, vous passez la main sur les fleurs, par exemple, vous sentez un léger relief. C'est que ça a été peint, c'est une peinture émaillée qui a ensuite été recouverte d'une couche de protection et recuite. Donc la famille rose, c'est sans doute ce qui a été le plus apprécié en France, et qu'il est encore d'ailleurs. Voilà. La famille verte, ben, on perfectionnait cette peinture émaillée, on arrivait à faire des nuances de vert absolument incroyables. On appelle ça la famille verte, même si parfois le vert ne domine pas, mais les couleurs ont changé, et c'est surtout les nuances de vert différentes qui sont utilisées. Donc tout ça, c'est au XVIIIe siècle. Et puis, entre 1656 et 1684, il y a eu un phénomène de raréfaction de l'importation des porcelaines, alors que la demande était toujours extrêmement importante en Europe. Il y avait de plus en plus de commerçants, souvent c'était des merciers d'ailleurs qui faisaient le commerce de la porcelaine, et qui demandaient à en avoir pour vendre à leurs clients. Et bien, il y a une période de guerre en Chine, lorsque les Qing ont remplacé les Ming, et là, les marchands n'avaient plus leur fourniture. Alors, ils ont décidé, les Hollandais en particulier, toujours très pragmatiques, et qui étaient assez bien implantés au Japon, parce qu'ils n'avaient pas ils étaient sans velléité comment dire,
de conversion, hein, donc les Japonais les acceptaient assez facilement. Ils ont décidé d'implanter de la fabrication de porcelaine dans une petite ville japonaise, Imari. Et donc là, les Japonais ont fait une porcelaine. Eux-mêmes, c'était des petites fabriques en fait, hein, qui avaient été d'abord implantées par les Coréens qui avaient eux-mêmes appris leur métier en Chine. Hein, donc c'était un circuit. Et à Imari, ils ont fabriqué ce type de porcelaine avec des bleus profonds, des rouges et des ors. Il y avait pour la première fois des peintures or dans ce style. Et ça a eu énormément de succès. Alors, les Chinois, donc ça s'est stabilisé en Chine, les Qing sont arrivés au pouvoir, la paix est arrivée, et les Chinois ont repris le style Imari, et ont repris leur commerce avec la Hollande à grande échelle. Le style Imari est aussi extrêmement recherché, il a été développé partout et il continue encore à être fabriqué. Hein. Donc il faut faire attention quand on achète des objets soi-disant anciens. Mais évidemment, les plats japonais sont très recherchés aussi, en Imari. Alors, les commandes sont de plus en plus précises, si vous voulez. Les Européens ramènent en Chine des gravures avec les sujets qu'ils voulaient voir développés. Alors, les Chinois les adaptent souvent à leur façon. Hein. Vous voyez ici des assiettes, on parle d'assiettes jésuites parce que c'est des assiettes qui représentaient des dessins religieux, là le baptême du Christ. Mais il y a quelquefois aussi des sujets politiques. Je me suis posé beaucoup de questions sur les émeutes de Rotterdam, l'assiette qui se trouve à droite. Il y a un bailli de la ville qui a créé, comment dire, une révolte populaire en emprisonnant et en tuant un jeune homme qui avait volé un baril de vin. Et donc cette révolte populaire contre le bailli a amené à un changement de régime dans la ville, et apparemment ils ont commandé des assiettes pour commémorer ces émeutes de Rotterdam. Et les Chinois ne se posaient pas de questions, hein, et on leur demandait une assiette sur les émeutes de Rotterdam, ils l'ont fait. Je ne sais pas à quoi servaient ces assiettes, hein, propagande, à qui on les offrait, je ne sais pas. Bon, personne ne sait, apparemment. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de solution. Vous avez une petite tasse en bas qui est très, très mignonne, mais vous voyez une scène galante qui n'a bien sûr rien à voir avec la Chine, qui s'inspire des scènes galantes de Boucher, par exemple, mais les visages sont chinois, et on va en reparler après. Alors, il y avait aussi des capitaines de vaisseaux, notamment, hein, qui faisaient faire des assiettes à leurs armoiries. Des notables qui dirigeaient la Compagnie des Indes en France, par exemple, se sont fait faire des assiettes. Il y en a pas mal qui sont exposées au musée de l'Orient. Il y avait même ici une assiette qui est faite pour un mariage, et vous avez les écussons des deux familles alors, est-ce que c'était distribué aux invités du mariage? Est-ce que, enfin, là, ça a été fait en série, hein, parce qu'on en retrouve des séries. Les gravures françaises ont joué un rôle important dans les dessins de la porcelaine chinoise. Voilà un exemple ici. Les Chinois aimaient beaucoup les gravures européennes. Ici, c'est une gravure représentant Vénus et Cupidon, et puis Télémaque qui est en train de tomber amoureux. Et les Chinois ont eu l'idée d'utiliser de l'encre de Chine pour peindre les dessins sur les assiettes. Et donc c'est des assiettes qu'on appelle en grisaille, et qui sont à l'encre, réalisées à l'encre et à la peinture or. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est évidemment la manière dont c'est sinisé. Enfin, vous voyez ici Vénus et Cupidon, par exemple.
La jeune femme chinoise n'a pas grand-chose à voir avec notre Vénus et les nuages, la façon de peindre les nuages aussi, pour nous semble bizarre. Alors, assez intéressant, c'est les gravures de Robert et Nicolas Bonnard. Ces gravures, elles ont eu au XVIIe siècle un énorme succès, y compris en France. Robert et Nicolas Bonnard, enfin il y avait un troisième qui éditait leurs gravures, c'était trois frères en fait. Il y en a un qui dessinait, il y en a un autre qui faisait les gravures, et ensuite elles étaient diffusées. C'était notamment, elles étaient diffusées dans les provinces en France pour montrer la mode de la cour. Voilà, ici la femme est coiffée à la Fontange, hein, comme sur c'est période Louis XIV. Et il joue du luth, de la flûte, et ce sont des instruments bien sûr français. Voilà. Alors ça a servi à faire des plats. Il y en a eu toute une série qui ont été faits avec ces gravures. On va grossir un petit peu le motif du milieu. Vous voyez, la gravure n'apparaît que dans la partie centrale du plat. Le tour, ce sont des paysages chinois, mais c'est dû sans doute au fait que le centre de l'assiette et le tour n'étaient pas faits par les mêmes personnes, hein. Il y avait, même pour la peinture, un travail à la chaîne, une spécialisation entre les bords et le centre des assiettes. Voilà le détail de ce plat qui est absolument fabuleux, parce que quand vous voyez la finesse du dessin. Mais ce qui est amusant, c'est l'aspect chinois des yeux tels qu'ils ont été peints. Là, les marchands européens reprochaient beaucoup aux Chinois de, de cyniser les visages. Euh, euh, voilà. Alors, un objet, j'ai choisi un peu comme symbole de cette conférence, un objet très hétéroclite qui a été mis en vente à Drouot. C'était une paire, hein, j'en ai mis qu'un ici, mais c'est une paire. Alors, vous avez ici, vous avez une gravure de Bonnard qu'on vient de voir avant, qui représente une des grâces, Frosine, et il y en a plusieurs, hein, il y en a 4 autour du vase. Et puis, vous avez ici des anses en plomb doré en forme de dauphin, et vous avez un Bouddha en faïence de Delft. Donc, un objet très hétérogène, hein, des ajouts qui ont été faits manifestement en Europe. Il y a des gravures européennes qui ont servi à le fabriquer, et ensuite, quand il est arrivé en Europe, on y a ajouté des anses et un couvercle, et un dessus de couvercle. Mais ce qu'il y a d'amusant, donc ça venait d'un personnage noble qui était né à Lille, hein, souvenez-vous, Lille était espagnole avant d'être française, et donc il est devenu vice-roi de Nouvelle-Espagne, du Mexique, euh, et c'est sa descendance qui a recueilli ce vase, et la comtesse de X dans son hôtel parisien, et qui le revend à Drouot. Alors, un petit peu, les Européens avaient un défi à relever, hein. C'est pouvoir eux-mêmes en fabriquer. On a vu qu'à Delphes, ils essayaient d'imiter la porcelaine de Chine, également à Lisbonne. Euh, c'était vraiment, pour eux, c'était un défi. Et l'idée, c'était quand même de réussir à fabriquer de la porcelaine en Europe. Voilà, à Delphes, et évidemment, ce sont eux qui ont été pionniers en la matière. Alors, vous devez deviner, hein, qu'est-ce qui est chinois et qu'est-ce qui est hollandais dans cette gravure, hein. Difficile, difficile. Je donne la réponse. À gauche, porcelaine de Chine, à droite, faïence de Delft. On se rend compte que vraiment, les styles sont imités, hein. C'était pas une reproduction servile, on restait dans l'air, dans le goût de la Chine. C'est quelquefois très difficile. Comment dire, la faïence de Delft est tellement fine que c'est quelquefois très difficile de distinguer la porcelaine de Chine et la faïence de Delft. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à Delft, cette faïence s'est développée aussi en autonomie et comment dire, un charme très particulier, hein, et vraiment très intéressant.
Mais c'est en Saxe que les choses vont d'abord se passer. Alors, il y a un noble, Auguste II le Fort, qui habitait à Dresde, donc en Saxe, qui était un grand collectionneur de porcelaine, un collectionneur fou de porcelaine, au point que, vous voyez, les grands vases qui sont là dans son palais, qui étaient exposés sur les murs, enfin, il y a de la porcelaine de Chine un peu partout, mais ces grands vases, il les a échangés contre une intervention militaire pour aider un autre souverain d'Allemagne. Donc, les vases en prix de son intervention militaire. C'est dire que quand même, là, ça levait beaucoup de scrupules, son goût de la collection. Et son rêve, c'était d'en fabriquer à Mécène. Et donc, il avait même fait, d'une part, sa collection était scientifiquement répertoriée, examinée, et il avait créé un laboratoire de recherche sur la porcelaine à Mécène. Et là, il va y avoir une rencontre assez étonnante entre un certain Johann Böttger, qui était disons, un aventurier qui se prétendait alchimiste et qui prétendait fabriquer de l'or. Alors, Auguste Lefort s'est un petit peu moqué de lui, évidemment il croyait pas à la fabrication de l'or, et il l'a fait emprisonner, et comme il était chimiste, on l'a embauché, et on lui a enjoint de fabriquer de la porcelaine, donc il s'est mis à rechercher comment on pourrait fabriquer de la porcelaine. Et il y est arrivé. Voilà. Donc, Johann Böttger, c'est un tableau du 19e siècle que vous avez ici, bien entendu, donc a réussi à fabriquer de la porcelaine, à trouver l'équivalent du kaolin à Mécène, et à fabriquer de la porcelaine. C'était la première fois qu'on arrivait à fabriquer de la porcelaine en Europe, et pour le remercier, Auguste Lefort le nomma directeur des porcelaineries de Mécène, et il a fait une fortune extraordinaire. Voilà, Mécène, alors c'est une porcelaine extrêmement fine, et comme vous voyez, ils ont d'abord beaucoup imité les Chinois. On a l'impression que c'est une porcelaine Imari que vous avez à droite, mais non, c'est de la porcelaine de Mécène. Et elle est d'une finesse extrême. Donc ça a eu un succès fou, et ça a créé des jalousies, en France notamment. Voilà ici une petite tasse. Alors en France, le ministère de l'industrie, enfin l'équivalent du ministère de l'industrie à l'époque, avait donné une prime à qui trouverait le moyen de fabriquer de la porcelaine en France. On savait qu'il fallait du kaolin, et on ne savait pas où trouver du kaolin. Et il y a un chirurgien qui connaissait un apothicaire. Ils se sont invités, et le chirurgien a parlé à l'apothicaire du fait que sa femme faisait de la lessive avec une argile blanche. Et l'apothicaire, qui s'y connaissait un peu en chimie, a eu la puce à l'oreille, si j'ose dire. Ils sont allés voir ensemble le gisement de cette argile blanche, et l'apothicaire a reconnu tout de suite le kaolin. Ils ont tenu le secret pendant 6 ans parce qu'ils voulaient le vendre, et ils voulaient le vendre trop cher, donc on voulait pas leur donner la prime, et finalement ils ont fini par l'avoir quand même. Et donc c'est près de Limoges, à Saint-Yrieix, c'est exactement, le, le gisement de kaolin. Et donc, à partir de là, la fabrication française a pu avoir lieu. Elle a été dominée par l'État, toujours en France. Donc, il y a eu Bayeux, Sèvres, bien sûr, Manufacture Royale de Sèvres, Clignancourt et beaucoup d'autres. Mais le kaolin venait de Limoges. Et ils se sont mis tous à imiter la porcelaine de Chine, c'est-à-dire que tous les objets que vous voyez là, eh ben, en fait, ils sont peints avec des dessins chinois, et au départ, on imitait la porcelaine de Chine.
un peu à la fois, ça va évoluer et on va passer du dessin chinois, pardon, à la chinoiserie. C'est-à-dire des dessins qui n'ont plus de chinois qu'une vague allure de fantasme. Ces dessins vont passer de la porcelaine à toutes sortes d'objets de décoration, les papiers peints, les lacs, les tissus, voilà. Donc ça va essaimer dans l'ensemble de la décoration, ces dessins chinois. Alors là, ça va évoluer vers une banalisation de la porcelaine. Au départ, on commence à utiliser de la porcelaine pour boire du café ou du chocolat au XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le cabaret. Un cabaret, au départ, avant d'être ce que nous appelons un cabaret, c'était un petit service à café, en fait, avec un plateau et des tasses et une verseuse. Et puis, il y a eu des grands services de table chinois pour les riches bourgeois, mais c'était c'était comment dire, moins cher que les services que nous avons vus, qui étaient faits par Mérian. Là, on est dans une porcelaine de Chine, sans doute plus banal, mais un service comme ça, c'est quand même extrêmement précieux. Mais les Anglais, ils vont s'y mettre aussi. Ils vont essayer de fabriquer de la porcelaine, ils n'ont pas trouvé de kaolin, ils vont faire ça avec une farine d'os. Et puis, ils vont reproduire aussi les dessins chinois. Vous avez ici un plat, on appelle ça le Old Willow Pattern. C'est un dessin traditionnel anglais, au point que ça représente la faïence anglaise. Quand on parle de faïence anglaise, souvent on voit ce dessin en bleu et blanc. Il y a même des comptines, parce que pour le dessert, quand on avait une assiette faite avec cette faïence, on disait une petite comptine aux enfants. Le dessin est complètement stéréotypé. Two birds flying high as a boat is passing by, three men going to glory, hanging over a willow tree. Here, every week we worship God. There is a tree with apples on. There is a bridge to walk upon. Et évidemment, vous retrouvez des éléments de plats chinois, mais qui se sont complètement stéréotypés. Donc vous avez des services dans toutes les familles, vous avez des assiettes, des plats, etc. en Old Willow Pattern. Ça, c'est au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle, la porcelaine chinoise est en train de décliner. Les touristes achètent encore des porcelaines de Chine, on en importe, mais ça se banalise en quelque sorte. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que parallèlement, il y a des grandes collections qui se créent et qui évoluent. C'est-à-dire que vous avez vu Auguste Lefort, vous avez vu Sophie Charlotte, et leur collection magnifique. C'était des amateurs. Et ce qu'ils voulaient, c'est la beauté de la porcelaine pour décorer. Là, on a des collectionneurs qui commencent à rechercher les porcelaines les plus anciennes, comme celles que vous avez reproduites ici, à compléter les séries, à documenter les collections. Et vous avez une des plus fameuses collections, c'est la collection Grandidier, qui a d'abord été déposée par Grandidier au musée du Louvre. C'était quelqu'un de très riche, il a vendu tout ce qu'il avait, y compris sa villa, pour acheter des porcelaines. Et il est devenu conservateur de cette collection de porcelaine au Louvre, et ensuite cette collection de porcelaine a été déposée au musée Guimet, dont elle constitue le trésor principal. Là, vous voyez, on a aussi une évolution dans les collections, la manière de collectionner. Là, on crée un savoir sur la porcelaine à travers la collection. En conclusion, que sont devenues toutes ces porcelaines? D'abord, premièrement, on en retrouve toujours, parce qu'il y a eu beaucoup de naufrages. Vous voyez ici un bateau qui s'appelle le San Diego, qui a été coulé près de Manille et qui a été découvert récemment. Vous avez Franck Gaudiot, un archéologue spécialiste de l'archéologie sous-marine, qui en 1991 a réussi à récupérer toute la cargaison, et c'est actuellement exposé au musée Guimet. L'avantage de la porcelaine, quand elle n'est pas cassée, évidemment, c'est qu'elle se conserve très bien dans l'eau de mer. Là, il y avait 4200 pièces dans ce bateau,
qui a fait naufrage. Et on en trouve toujours des bateaux naufragés. Il faut dire aussi qu'actuellement, les Chinois se réapproprient leur patrimoine. Donc, il y a beaucoup de porcelaine de Chine qui est vendue en salle des ventes. Je parle pas des petites pièces que vous pouvez vous offrir pour la Noël ou pour votre anniversaire, mais des grosses pièces hein, comme celle-ci. Voilà, un vase rouge-gorge qui a été trouvé dans un grenier à Besançon et qui a été vendu à un acheteur chinois 2,28 millions d'euros pour un vase. Et c'est quand même troublant. Merci de votre attention et l'aventure a été belle de cette porcelaine. Et si un jour vous avez l'occasion de tenir entre vos mains un petit bol en porcelaine de Chine, hein, eh bien, je vous conseille d'avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont conçu, fabriqué, peint, transporté, souvent au péril de leur vie, à ceux qui l'ont vendu, retransporté, revendu, admiré, désiré, acheté, collectionné, étudié. Voilà, c'est une chaîne d'interaction humaine qui se trouve inscrite dans ce petit bol, au creux de votre main, et se dessinera un pan de l'histoire du monde. Je vous remercie.